Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinopassion, votre rendez-vous cinéma. Mon invité a déjà eu 1000 vies avant d'enfiler le costume d'acteur. Il préfère le calme du Morvan au tumulte de la vie parisienne. Dès qu'il a fini un tournage, il retourne vite dans son joli village d'Anneau. Il est aussi à l'aise pour jouer des rôles à l'écran que sur une scène de théâtre, ou pour pratiquer différents instruments de musique dont il enseigne la pratique de certains. En 2022, il a foulé le tapis rouge des marches du Festival de Cannes pour présenter un film à la quinzaine des réalisateurs dont il nous parlera dans la dernière partie de l'émission. J'ai la joie de recevoir l'acteur, auteur, conteur, musicien, artiste-interprète, Raphaël Thierry. Bonjour Raphaël, bienvenue dans Kinopassion. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Ben déjà, bonjour, mon cher Jérôme. Ben, ça va très bien, surtout après une présentation comme ça. J'ai presque l'impression que tu as tout dit, là, non? Oh non. Oh non, non, j'ai pas tout dit, mais tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure. Alors, Raphaël, tu as joué dans plus d'une quarantaine de films, longs, courts-métrages, séries et téléfilms, parmi lesquels au cinéma Rester vertical, ton premier film, réalisé par Alain Guiraudy, est présenté en sélection officielle au Festival de Cannes en 2016. Quel début! La dégustation, réalisée par Yvan Calberac, L'Envol, réalisé par Pietro Marcello, film d'ouverture de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2022. Court-métrage, Le cœur de pierre, réalisé par Olivier Binder, Avant que les lumières s'éteignent, réalisé par notre ami Wilmark Val, on en reparlera tout à l'heure, Vidange, réalisé par Guillaume Chevalier, et nous t'avons vu récemment à la télévision sur France 2 dans la série événement Germinal, réalisée par David Oureg. Au théâtre, tu as joué dans plusieurs pièces, dont Écoute donc voir, un seul en scène, écrit et mis en scène par Patrick Grégoire. Raphaël, je te laisse nous parler un peu plus de toi. Qui es-tu? Bon, je ne veux pas tout dévoiler aujourd'hui, quand même. On a le droit de garder un peu ses secrets, quoi. Oui, Déjà, quand on parle de 40 films, bien évidemment, tu sais que comment ça se passe dans le cinéma, il y a souvent des rôles qui sont extrêmement confidentiels, des films dans lesquels tu tournes et puis pour lesquels tu n'apparais pas à l'écran parce que la cruauté du montage fait que tu disparais soudainement, mais tu sais qui était. C'est déjà important d'avoir été retenu par un réalisateur. Euh, pour moi, c'est la continuité d'une carrière que j'ai commencée. Enfin, carrière, c'est un mot qui me dérange toujours un petit peu, mais c'est la continuité de ce que j'ai toujours aimé faire, à savoir le spectacle vivant dans un premier temps, puisque j'ai commencé à jouer de la cornemuse en professionnel dans différentes formations, notamment une formation que j'avais créée, Faubourg de Boignard, où on mêlait instruments de musique traditionnels tels que la cornemuse ou l'accordéon, et tout ça assemblé avec des instruments de la musique dite plus moderne d'aujourd'hui. Donc Faubourg de Boignard qui a tourné énormément dans toute l'Europe et puis dans une partie du monde. On a tourné pendant 25 ans avec ça. Et comme je suis toujours très amoureux du texte, je ne pouvais pas concevoir un spectacle de Faubourg de Boignard sans y mêler de la parole, des textes. Et de fil en aiguille, j'ai été rattrapé par le théâtre, l'envie vraiment de parler, de m'adresser au public, de camper des personnages sur une scène avec tout ce que ça comporte, parce qu'on sait que c'est un métier quand même très particulier aussi, le théâtre. C'est à chaque fois, tu fais le plein d'adrénaline. Tu sais que lorsque tu montes sur scène à 21h, tu n'en sors qu'à 22h30 et t'as pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas coupé, on l'a refait. Hein, on est parti pour des grandes histoires. Et puis rapidement, on m'a dit, bah, Raph, avec la tronche que t'as, tu devrais quand même faire du cinoche. Alors, je disais quand même à tout le monde, bah oui, vous savez, le cinéma, je vais claquer dans les doigts et puis demain matin, il y a les plus grands réalisateurs qui vont m'appeler pour que je tourne dans leur film. Mais en réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Et j'ai eu la chance donc de trouver ce casting sauvage fait par euh,
pour le film d'Alain Guiraudy, pour lequel j'ai postulé. Et voilà, j'ai été retenu pour ce film, ce qui était pour moi un des premiers grands moments dans le cinéma. Mais je crois que je peux me définir vraiment comme autodidacte, puisque moi je suis né dans une famille d'ouvriers. Aujourd'hui, je dois dire que ce que j'aime depuis le début de ce parcours, c'est l'apprentissage, parce que je crois on apprend à chaque tournage, on apprend à chaque pièce de théâtre, à chaque concert qu'on fait. On est là pour apprendre, se nourrir de toutes ces façons très différentes de travailler que peuvent avoir un réalisateur, un metteur en scène, un créateur de musique ou autre. Et j'ai conçu un petit peu ma profession comme un compagnonnage, c'est-à-dire sans passer par des écoles, sans passer par des conservatoires ou autres. J'ai appris vraiment auprès de musiciens professionnels, auprès de metteurs en scène professionnels, d'artistes professionnels. À chaque fois, je me suis nourri de tout ce que ces gens-là m'ont donné. Et aujourd'hui, quand je suis sur un plateau de tournage, je mesure tout ce que j'ai pu engranger pendant toutes ces années-là et puis qui me sont très utiles, en fait, aujourd'hui, dans ce que je suis en train de poursuivre. Tout à l'heure, je parlais d'un film qui n'est pas passé à Cannes, mais son réalisateur un jour ira certainement à Cannes. C'est la façon dont on s'est connus tous les deux sur le tournage en 2019 d'un merveilleux court-métrage qui s'appelle Avant que les lumières s'éteignent, réalisé par notre ami Will Markval, qui est venu dans l'émission, qui était le 5e invité de Kinopassion. Et on s'est rencontrés sur ce tournage avec Bernard Pinet aussi, qui lui était l'invité de la 4e émission. Donc j'aime bien, là, il y a des liens entre tout ça, c'est bien, c'est plein de bonnes ondes. Oui, un beau moment. Et en plus, moi, j'étais très touché par ce film, car il traite de quelque chose qui me tient énormément à cœur. Il traite de la maladie, du handicap, des maladies orphelines. C'était un petit peu mon cas. C'est ce que je développe aussi dans le spectacle Écoute donc voir, qui est un seul en scène qui est écrit par et mis en scène par Patrick Grégoire, qui est écrit à partir de l'histoire de ma vie où j'avais un gros problème de handicap au niveau d'un œil. En plus, quand tu rentres dans la vie avec une tronche comme ça et un œil atrophié, je te garantis que tu pars pas gagnant, quoi. Et j'ai été très sensible à ce film et la façon dont Villemarque a traité ce sujet-là, qui est quelque chose euh, qui n'est pas plaintif, qui raconte que tout est possible en fait, Oui, et tout à fait. par le rêve, par l'envie d'exister. Et puis c'est ainsi aussi que ces gens-là, grâce à ça aussi, se disent qu'ils ne marchent pas à côté de la société, mais qui font partie de la société, nous vivons ensemble. Oui, et puis partager tous ces moments-là avec Bernard, quoi, qui est quand même un grand acteur, qui est un personnage ou en couleur, avec toi, avec Villemarque, avec la petite Léna, Oui, je notre crois, petite Léna Repetto, ouais, magnifique, magnifique, parce que c'était la première fois qu'elle tournait en plus. ouais, Et oui, presque- oui, puis qui était vraiment bien à sa place, avec et, qui et, et c'était puis même évident de tourner presque. quels sont tes films références, tes coups de cœur, les films qui ont déclenché ta passion pour le cinéma, voire qui t'ont donné l'envie de devenir acteur? Alors, tu sais, nous, en tant qu'enfants du milieu ouvrier, le cinéma, c'était pas pour nous. On n'allait jamais au cinéma. On a eu la télé tardivement. Je regardais un peu des films à la télé, et puis c'est beaucoup plus tard que je me suis intéressé au cinéma. Bien évidemment, le premier film que j'ai vu, peut-être beaucoup de gens de ma génération, il était une fois dans l'Ouest. Je me souviens, c'est la première fois de ma vie que j'allais au ciné. J'étais gamin. Tu tombes sur ce film, c'est vrai que ça donne envie, surtout quand tu es gamin, tu as passé beaucoup de temps quand même à jouer au cow-boy, donc tu t'identifies très rapidement à à ces héros qui existent dans ce film, donc c'est quelque chose d'assez fort quand tu vois ces plans énormes, ces gros plans de ces visages, de ces cow-boys, tu te dis waouh, c'est quand même beau le cinéma. Mais par la suite, moi, bon, j'ai des films références, moi, c'est très difficile de faire un choix. Mais il y a bien évidemment un film qui est sorti l'année de ma naissance, en 62, à Saint-Jean d'Hiver,
qui pour moi est un film énorme que je regarde toujours avec grand plaisir. Et ce qui est génial, c'est qu'on le redécouvre à chaque fois parce que en une seule lecture, tu peux pas tout absorber. Il y a une écriture qui est maniée, qui est affinée, qui est merveilleuse, qui est délicieuse. Il y a des envolées lyriques. Belmondo et Gabin ont une place énorme dans ce film avec des répliques cultes hein, que tout le monde aime à se rappeler, enfin des adeptes de ce film. Hein. C'est pas les tontons flingueurs, mais ceux qui aiment un Saint-Jean-d'Hiver en général, je pense. C'est ce qui nous a Sont... rapprochés. Souviens-toi que quand on s'est connus avec Bernard, Ouais. on a Oui, c'est commencé vrai. à faire connaissance et puis à s'envoyer des répliques quand même d'un Saint-Jean d'hiver et à se dire Ouais. qu'on allait remonter ou redescendre le Yangtze-Kiang. Ouais. Et c'est pas le vin qui me manque, c'est l'ivresse. Ah, Voilà. c'est une très belle écriture. Et puis, comme je dis, Blondin. Blondin adapté ah par ben, Antoine Audiard. Blondin, bien sûr, qui Blondin écrivait adapté par d'ailleurs merveilleusement bien dans notre journal qui était peut-être l'équipe à l'époque oui. des chroniques sur le Tour de France qui sont croustillantes, qui sont à lire, qui doivent exister, qu'on peut trouver d'ailleurs. On peut C'est les trouver. une plume magnifique. En plus, Hmm. une plume qui parle du sport. Bon, c'est quand même pas toujours un milieu de grands intellectuels, hein, les sportifs, on se rend compte Là, ça a aujourd'hui. changé quand même. Hmm. Mais là, c'était une écriture magnifique, quoi. Bon, il y a ce film, et puis il y a aussi Gajodilo de Tony Gatliff, parce que ça me renvoie beaucoup à ma passion pour les musiques traditionnelles. Ici, dans le Morvan, j'ai passé beaucoup de temps à parcourir les maisons dans les villages pour aller à la rencontre de musiciens, de raconteurs, de danseurs, pour capter leur mémoire, parce que comme on est dans le domaine des traditions orales, chaque musicien, chaque danseur, chaque conteur qui décède part avec tout son répertoire. Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire ça et ce film-là traite ce sujet, je trouve, d'une grande force et ça peut être un film à montrer dans toutes ces associations qui pratiquent des musiques traditionnelles ou qui travaillent sur la mémoire en général. Euh, voilà, la quête de l'objet précis, on va à la recherche d'une musique, d'une culture qu'on essaie de s'approprier. Voilà, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'à cette époque-là, j'étais en plein hein, dans la pratique des musiques traditionnelles et vraiment ce film m'avait énormément touché. Et puis bon, allez, je t'en mets un troisième, un petit dernier. Quand même, je crois que c'est peut-être aussi celui-là qui m'a vraiment donné l'envie de faire du cinéma. C'est Uranus, ce film De Claude Berry. avec, avec un casting monumental qui traite un sujet, c'est pareil, qui raconte un sujet qui est malgré tout assez proche de nous, c'est au sortir de la libération. Et puis avec un Depardieu monumental qui est comme je l'aime et c'est vrai, je dois l'avouer que en regardant ce film, il y a tout de suite j'ai eu un petit peu une identification à ce personnage, à ce monstre du cinéma, en disant si un jour je fais du cinéma, c'est comme ça que je veux jouer. Il est quand même assez magnifique quand il écrit ses poèmes. Bon, c'est pareil, il y a bien sûr il y a l'écriture, il y a la mise en scène, il y a tous Mhm. les autres acteurs, mais lui Oui, il y a oui. une puissance monumentale dans ce film, notamment au moment où il se fait abattre. Je crois que c'est en un seul plan et tu vois, tu dis bon, ben, c'est sûr il est mort quoi. C'est aucun doute là-dessus. Il est d'une puissance. Ah, Je, c'est extraordinaire. Pour moi, parmi ses plus grands rôles. Et puis, ouais, il faut souligner aussi Galabru et Prévost oui, ont des prestations oui. qui donnent des leçons d'acteurs là. Lucchini dans ses tout premiers rôles au Lucchini, cinéma, Lucchini, mais oui, fantastique. bien sûr, Ouais. Lucchini aussi, qui est fantastique. Ah oui, oui, ce film, ben, c'est très intéressant parce que tout le film est passionnant, mais il y a aussi un côté, je veux dire, leçon d'acteur qui est incroyable. Enfin, incroyable parce que Galabru ou Prévost, qu'on avait l'habitude de voir plutôt dans des comédies, montrent là Mm. toute leur panel de jeux et montrent que ce sont des acteurs Ouais. dramatiques Mm. formidable. Et Galabru le disait, hein, lui, il a une formation classique, il voulait faire du dramatique, mais bon, avec son physique et puis tout, on lui faisait jouer que des rôles comiques. Et il a fallu attendre très tard quand même
Et merci à Claude Berry. On dit, il faut toujours, il paraît qu'au cinéma, il faut toujours dire merci à Claude Berry. Ben oui, non, Pas mais comme c'est disait sûr. Coluche, mais c'est vrai, merci Claude Berry d'avoir offert ses rôles à ces grands Voilà. acteurs. Oui, puis bon, voilà, je te dis, ça suscite aussi, ça a suscité chez moi en tout cas des vraies envies, ça c'est clair. Mais je crois aussi, puis il y a ces acteurs, ce personnage, mais il y a aussi des sujets qui sont traités, sont des sujets moi qui me touchent beaucoup. C'est ce que j'aime dans le cinéma. Quand on touche beaucoup au sujet de société, c'est ce que j'ai envie de faire en particulier, quoi. Mhm. Bon, bien évidemment, on parle des films d'il y a longtemps parce qu'on est déjà des vieux cons, hein, on peut le dire, on peut le dire. Mais bien évidemment, le cinéma avance et puis il sort de belles choses régulièrement tous les ans. On prend un grand plaisir à aller au cinéma. D'ailleurs, ce serait vraiment bien que tout le monde se remobilise pour aller au cinéma parce que qu'est-ce qu'on est bien dans une salle, Ah dans ben, un cinéma. tu as vu le décor de Kinopassion, c'est une salle de cinéma. Ah oui, bien sûr. Retournons au Ouais. cinéma. C'est là qu'on voit les films dans les meilleures conditions. Tu vois, la salle qu'il y a derrière toi, elle est très jolie, mais qu'est-ce qu'on la préfère quand elle est pleine? Ah ben oui, bien sûr, ben, bien entendu. Donc, on est bien d'accord. Allons au cinéma. Peux-tu nous raconter, s'il te plaît, une ou plusieurs anecdotes de tournage? Ah, ça, Ah, c'est le genre de question, toi, souvent, quand on va présenter un film, c'est les gens t'interrogent très peu sur le scénario, sur l'ambition du réalisateur ou autre. Ils disent, bon, tu peux pas me donner un petit secret de tournage, quand même, un petit peu des ragots, hein, des ragots du cinéma. bah, tu me dis que je suis comme les autres alors. Non, 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 mais je dis, non, mais c'est bien parce qu'on sait, les gens aiment très souvent savoir ce qui s'est passé derrière la caméra, quoi. Mais bien sûr qu'on a envie, on en a des anecdotes plus ou moins croustillantes. Voilà, une anecdote, c'est le premier jour de tournage sur le film Rester vertical d'Alain Guiraudy. On était dans l'intérieur du pays, à l'intérieur, on était dans la maison du paysan. J'étais avec Damien Bonnard et Indy Air et pendant un moment, j'envoie ma première réplique du cinéma sur un grand long métrage et j'envoie ça d'une puissance comme si j'étais au théâtre et là il y avait le preneur de son Philippe Vandel qui était là, je l'ai vu, il était devant moi, il a fait ça. Il m'a dit mais t'es marteau, non, on n'est pas au théâtre ici. C'était l'habitude d'envoyer. Après, je me suis dit oui, mais effectivement. Donc voilà, une fois de plus, déjà, bon, je commençais, mais dès le premier jour, dès la première réplique, j'en ai déjà pris un bout. C'est qu'au cinéma, on n'est pas obligé d'envoyer comme au théâtre, quoi. J'aurais pu m'en douter, mais cette habitude de porter la voix, d'envoyer loin, tu vois, c'est en nous, ça. Quand tu fais du théâtre, voilà, des fois, on a un petit peu du mal à s'en défaire. Sinon, des anecdotes. Juste avant l'émission, on a parlé. Ah oui, on a parlé du boucher. Je joue un rôle de boucher dans Paris Police 1900. Et ce qui est dingue, c'est quand le premier assistant m'avait appelé, ils m'ont dit, tu sais, Raph, voilà, pendant un moment, il va falloir que tu découpes un filet mignon dans un cochon, tout ça. J'ai dit, ouais, il n'y a pas de problème. Mais il dit, bon, bah, tu sais, c'est un truc complet. J'ai dit, non, tu sais, moi, chez moi, je tue le cochon tous les ans. Donc ça, je sais à peu près comment on met un cochon en kit. Il n'y a pas de problème pour moi. Et il dit, oui, mais tu sais, quand même, il va falloir que quelqu'un te montre. J'ai dit non. J'ai dit, je sais, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin. Et puis la veille, il me répète, il dit, bon, bah, Raph, on a pris un coach hein, pour qu'il te montre comment on lève un filet mignon d'un cochon. J'ai dit, arrêtez les gars, j'ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Et ce qui explique encore une fois de plus que lorsque tu as fait un petit peu les 100 métiers dans ta vie, je crois que tu arrives peut-être aussi beaucoup plus armé dans le cinéma, notamment quand on confie des rôles où il y a pas mal de manuels dedans. Si tu es un petit peu, si t'es un peu curieux, si tu es allé naviguer dans plusieurs métiers, je crois que c'est plus facile et je pense qu'en plus les gestes sont beaucoup plus naturels. Je crois que la curiosité est une grande richesse et puis elle nous nourrit de ce que nous devons faire par la suite. Il faut aussi
voilà, s'intéresser de près au rôle et aux personnages qu'on nous confie, quoi. En plus, c'était marrant parce que tu sais, c'était un porcelet et en fait, donc il était ouvert, bien évidemment, et puis ils avaient acheté un filet mignon, mais qui était un filet mignon d'un cochon de 100 kilos, quoi. Donc, tu vois, donc je l'ai retaillé quand même pour que ce soit un peu plus juste, tu vois. Ben bon, ce sont des anecdotes. Il y a ça, il y a que nous qui voyons ça, il y a que nous qui le savons. Ça se raconte Oui, entre nous mais comme ça. comme tu dis, Mais c'est marrant. les spectateurs aiment bien les petites anecdotes comme ça. Il y en a une autre qui est succulente, hein, puis pour Oui, en revenir au film de Villemarque, puisque tu étais là, donc tu en étais le premier témoin, c'est que oui, comme on était en plein cœur du pays producteur de champagne, qui est le plus grand territoire de champagne en France, les Rissés, et heureusement, on avait eu la chance de faire la connaissance de plusieurs personnages en couleur qui, quand même, régulièrement, tous les jours, venaient sur le plateau avec une glacière et des bouteilles de champagne, hein, notamment dans la oui. scène de la Montgolfière. Il faisait une chaleur à crever et tu avais des gars qui nous suivaient avec la glacière bleue et dedans des pains de glace avec des bouteilles de champagne. Ça, C'est c'était vrai. pour nous. Alors, bien sûr, à consommer avec modération. Ah bon? Je suis obligé de le dire. À consommer avec modération, Oui, bien sûr, bien sûr. mais bien sûr. Mais bon, ça reste du domaine de l'anecdote, ça reste entre nous. Oui, ce qui s'est passé au Rissé, reste au Rissé. Ouais, exactement. Ça sort pas du camion, comme on dit, quoi. C'est ça. Quel est l'objet cinéma que tu as choisi de nous présenter? Et peux-tu nous en raconter l'histoire, s'il te plaît? Alors, j'ai réfléchi un bon bout de temps parce que l'objet du cinéma, bon, euh, qu'est-ce qu'un objet dans le cinéma? Il y en a tellement, lequel allons-nous choisir? Moi, j'en ai choisi un. Je l'ai, tiens, je vais vous le montrer là. C'est ça. Belle C'est la casquette. casquette. Ouais, Parce que la casquette, quand tu arrives sur un plateau de cinéma et que tu n'as pas eu la chance de faire connaissance avec le réalisateur ou la réalisatrice, tu arrives, ça s'agite partout, tu dis, bon, qui peut être ce réalisateur? Ben, c'est très simple et tu regardes, c'est celui qui a la casquette. Parce que dans le cinéma, pour bien t'identifier au personnage du réalisateur, si tu as une casquette, c'est beaucoup plus facile. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué, un truc un peu ricain d'ailleurs. Hein, le mec, le mec ou la femme qui sont là ont la casquette pour, ouais, pour bien s'identifier en tant que réalisateur. Je ne sais pas si c'est leur volonté, mais c'est une chose que j'ai remarquée quasiment sur tous les plateaux. parlons à présent de ton actualité. Depuis le 11 janvier, tu es à l'affiche de L'Envol, réalisé par Pietro Marcello, dans lequel tu tiens le rôle principal de Raphaël, aux côtés de Juliette Jouan, Louis Garrel, Noémie Levski et Yolande Moreau. Magnifique distribution. Ce film, comme nous le disions au début de l'émission, a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2022. Raphaël, je te laisse le soin de nous en dire plus sur ce film. L'envol, c'est l'histoire d'un gars qui rentre de la guerre de 14-18. On peut imaginer dans quel état on rentre quand on sort de cette guerre. Je pense très meurtri. Il va retrouver sa fille qui a 8 mois, qui était recueillie dans une ferme et qui est élevée par la femme qui tient la ferme, en l'occurrence Noémie. Et on suit pendant 20 ans le rapport entre le père et la fille. Ce qui est incroyable dans ce film, c'est de traiter un tel sujet, comment un père va élever sa fille pendant 20 ans et lui permettre de s'émanciper en la laissant relativement libre, en l'observant. C'est un gars qui est assez taiseux, qui sculpte, qui fabrique des meubles, qui travaille dans un chantier naval. Et on sent qu'il a envie d'offrir à sa fille une vie que lui n'a pas eue, que sa femme décédée, on apprendra pourquoi dans le film, n'a pas eu non plus. Et traiter un tel sujet qui se passe à cette époque-là, c'est quelque chose d'assez, enfin, osé. C'est l'adaptation d'un roman d'ailleurs de Christopher Green, Mhm. bon, bien sûr qui était énormément
énormément retravaillé, mais le fond de l'histoire reste celui-là. Et pour moi, c'était déjà que Pietro me confie le rôle principal, c'était pour moi un énorme plaisir. Je m'y attendais sincèrement pas parce que un mec qui rentre de la guerre de 14-18, il n'a pas 58 ans, hein, il est en général plus jeune, même s'il y avait des réservistes. Et quand j'avais casté pour ce film, je me suis dit, bon, je vais tenter le coup, mais je sais que c'est pas pour moi. Et en fait, ça a fonctionné tout de suite avec Pietro. Et j'ai rapidement compris que l'âge n'avait pas d'importance puisqu'il traite ça plutôt sous la forme de fables, de contes. Donc l'âge des personnages n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est ça qui m'a au départ rassuré. Et ce qui était formidable de travailler avec Pietro, c'est qu'il m'a presque donné carte blanche sur l'interprétation de ce personnage. Et d'ailleurs, c'était pas mal dialogué et j'ai retiré énormément de dialogue. Je disais à Pietro, tu sais, je me sens pas en gros d'expliquer ce que je joue. Est-ce que tu peux me laisser faire? Il m'a dit, allons-y, je te laisse faire. Et si ça va pas, je viendrai te le dire. Et ça, c'est la façon de travailler qui me convient énormément, d'avoir un espace de liberté, faire des propositions, bien évidemment, qui restent dans l'esprit du personnage, dans l'humeur du personnage, dans ce qu'on attend du personnage. Et c'était aussi un grand moment, la rencontre avec Noémie, avec qui ça a extrêmement bien fonctionné, qui a un très gros rôle d'ailleurs dans ce film, et Juliette qui était là pour son premier tournage, qui n'avait jamais tourné auparavant, jeune comédienne de 20 ans qui est rentrée dans le film d'une façon presque naturelle, comme si elle avait toujours tourné. Bien sûr, Louis Garrel et Yolande, que j'ai croisée, j'avais pas de séquence avec elle, hélas, j'aurais tellement aimé, mais bon, Dommage. c'est le scénario qui nous a guidés autrement. Mais j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec elle et c'est vrai que c'était un grand moment. Et dans les acteurs aussi qu'on oublie beaucoup, bon, qui sont pas forcément sur l'affiche, il y a Bernard Blancan. Bernard Blancan qui a tourné beaucoup et puis quelqu'un avec qui je me suis vraiment très bien entendu. Je crois que nous avons un parcours un peu similaire, très autodidacte, très militant. On parlait rapidement de la même chose, les deux, et on a bien loin un petit peu du star system du cinéma, il faut l'avouer. Et j'ai passé un grand moment. C'était une très belle rencontre. Ben, puis comme toute équipe, et en plus, quand tu as le rôle principal dans un film, tu es tout le temps sur le pont et c'est ce que j'aime parce que j'aime bien commencer puis aller jusqu'au bout sans m'arrêter euh, en étant toujours ultra présent, même les jours où je tournais pas parce que j'étais toujours intéressé et impatient de savoir ce qui se tournait pendant les scènes dans lesquelles je n'étais pas. Et toujours avec le même souci, c'est d'apprendre et d'observer comment chaque comédien ou comédienne travaille, parce que je crois que c'est toujours enrichissant, on a tous des façons différentes de travailler, et on en apprend vraiment à chaque fois, et moi je trouve ça d'une très grande richesse. Et puis avec Pietro, qui est un réalisateur peut-être atypique, j'ai pas assez de métier dans le cinéma voilà, pour ranger les gens dans des. Je veux pas faire un classement ou autre, c'est pas du tout le but, mais c'est un réalisateur qui vient du documentaire, qui a fait pour moi des chefs-d'œuvre en documentaire et qui a une façon de travailler qui est assez inhabituelle, que je n'avais jamais rencontré sur un plateau. C'était quelqu'un qui travaille énormément à l'instinct. Il lui arrivait par moment de choper la caméra, puis de partir, de dire allez, on y va, on enchaîne, on reprend. On se mettait dans un décor, il arrivait de dire oh non, ça va pas. Allez, on changeait, on allait dehors, c'est tout, il y avait une lumière qui l'intéressait, hop, on changeait tout, on allait se mettre dans l'endroit qui lui convenait et on s'est laissé faire par ça. Bon, parfois c'est toujours un peu compliqué quand il y a une équipe, mais c'est un petit peu cette façon de travailler aussi qui nous apprend aussi beaucoup d'autres choses. Et puis le résultat est là, surtout le film est à la fois beau et bon pour moi, parce qu'un beau film, c'est bien, une image très soignée, c'est bien, mais si c'est au détriment de la profondeur de ce que peut raconter l'histoire, c'est toujours un peu gênant, quoi. Merci Raphaël pour ces belles histoires, ces vraies histoires. Et merci d'avoir participé à ce numéro de Kinopassion, d'avoir partagé avec nous ta passion, ton amour pour le cinéma, et aussi de nous montrer que
quand on croit à ses rêves, ils se réalisent et qui est complètement en écho avec l'émission précédente, puisque lors de la première émission de 2023, Isabelle Layer est venue nous parler de son livre Je deviens l'artiste de ma vie, où elle nous explique, elle fait beaucoup de conférences là-dessus aussi, que quand on croit à ses rêves, et bien sûr quand on travaille, parce que ça n'arrive pas tout seul, ils se réalisent. Et tu en es vraiment un très bel exemple, Raphaël. Donc encore merci pour, euh, pour avoir partagé avec générosité ton parcours. Merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Kinopassion, à la partager, à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kinopassion avec un nouvel invité. Salut Raphaël. Salut Jérôme, super, merci. J'ai passé un très bon moment aussi. Mais bien que ce soit à distance, c'est toujours un peu particulier, mais je sais qu'on va se retrouver un jour ou l'autre quelque part. Oh, ça c'est certain. J'en suis sûr aussi. Salut à tous. Vive le cinéma. Allons au cinéma. Vive la passion du cinéma.